Merci d'être venu encore une fois pour ce nouvel webinaire qu'on vous propose aujourd'hui. Le but de ce webinaire, c'est de découvrir pour l'instant, c'est une partie 1, hein, à voir après sur une partie 2 un peu plus, on va dire, deep dive, sachant que vous allez voir que pour faire de la démo sur du Customer Key, c'est pas assez évident, parce qu'il vous faut quand même pas mal de prérequis. Donc aujourd'hui, on va parler Customer Key, à savoir le service d'encryption que Microsoft propose pour pouvoir tout simplement proposer la partie chiffrement des services, on va dire des conteneurs dans M365, donc les services que vous connaissez, hein, donc OneDrive, SharePoint, Teams, en l'occurrence, etc., etc. Hop, donc là, je pense qu'on se connaît tous, plus besoin de se présenter. Au niveau donc, de l'agenda, on va avoir une brève introduction au service d'encryption. On va voir un petit peu à quoi sert le Customer Key, pourquoi il est là et pourquoi Microsoft, on va dire, le propose. Ensuite, on va parler des DEP, donc Data Encryption Policy. Vous allez voir que ça va faire référence justement au Customer Key et c'est ça qui va nous permettre de déployer en fait le Customer Key au sein des environnements M365. Et on va avoir également la partie prérequis. Tout en sachant quand même, avant de commencer, c'est pas vrai en fait, parce que j'ai dit Customer Key pour M365, mais en fait c'est oui. Par contre, il faut savoir que vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du coup du BIOC sur des services, par exemple comme dans Azure. Typiquement, si vous prenez ça, j'ai déjà fait des vidéos sur LinkedIn, j'en reparlerai quand je referai de la partie Azure. Si vous prenez un storage account, la partie storage account, vous avez bien évidemment ce qu'on appelle l'encryption at rest au niveau du storage account directement, d'accord, au niveau des data centers Microsoft. Donc là, par défaut, il y a ce qu'on appelle la MMK, la Microsoft Managed Key, qui est directement gérée sur le compte de stockage. Vous pourrez aussi, bien évidemment, enlever cette clé, enfin faire une rotation et venir avec votre propre clé. Et cette clé, elle peut soit être créée directement dans un Key Vault et ensuite être importée dans le service donc de votre storage account. Ça veut dire que le storage account, en termes d'encryption, il est géré par votre clé à vous que vous avez emportée dans le Key Vault de Microsoft. Ou alors, vous générez une clé, par exemple, sur un HSM on-prem, et ensuite vous venez l'importer dans votre Key Vault, et ensuite vous faites votre rotation et votre configuration au niveau du storage account. Donc ça, c'est une partie qu'on va pouvoir faire, la partie BIOC, et il y a aussi une autre partie sur la partie AIP MIP, donc Microsoft Information Protection, c'est-à-dire que quand vous activez de l'encryption derrière les labels, donc les fameux en fait policy d'encryption, pareil, par défaut, en fait, Azure RMS, la technologie qui est derrière, va prendre la clé qui est donnée par Microsoft, la Microsoft Managed Key. Si vous souhaitez la changer et venir avec votre propre clé, dans ce cas-là, vous allez faire du BIOC aussi, et c'est-à-dire vous allez mettre en place donc un système de connexion avec votre Key Vault, et votre service IP, enfin du coup Azure RMS plutôt, et ensuite vous allez pouvoir faire la rotation de clé. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on peut très bien, alors ça c'est vraiment important, hein, on peut très bien faire du Customer Key avec du BIOC, c'est-à-dire Customer Key plus du BIOC, pardon, d'accord ? Admettons, j'ai un tenant en Customer Key et je peux aussi rajouter du BIOC. Mais ça, on va en parler dans la présentation parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident à bien cerner la problématique de l'encryption chez Microsoft. Alors, il faut savoir que le service d'encryption Microsoft, finalement, le Customer Key, hein, c'est une fonctionnalité qui vient du coup de PeerView. Vous êtes, je pense, tous en vogue là, avec le nom qui vient de sortir, donc Microsoft PeerView. Et effectivement, le nom officiel chez Microsoft, quand vous ouvrez un service ou quand vous demandez la mise en place de votre Customer Key, ça s'appelle Microsoft PeerView Customer Key. D'accord ? Donc là, nous, forcément, pour simplifier, on va plutôt tabler sur du Customer Key. Comme vous le savez, par défaut, toutes les données que vous mettez dans M365, donc là, je parle que de M365, sont en fait, bien entendu, chiffrées at rest, c'est-à-dire qu'au repos, elles sont chiffrées par défaut et elles sont chiffrées par deux moyens. Bien évidemment, elles sont chiffrées derrière tous les serveurs, les serveurs Exchange, SharePoint, etc., qui sont derrière la partie online. Dans ce cas-là, on est sur des BISC, sur du chiffrement BitLocker sur les disques. Et on est aussi sur la partie DKE, Distribution Key Manager, pour la partie encryption. Bien évidemment, là, on parle de chiffrement de conteneurs et de services. Tout le conteneur et tout le service est chiffré. Et puis ensuite, derrière, vous avez le disque BitLocker sur lesquels les données sont stockées.
typiquement, par exemple, vos boîtes mail, d'accord, par défaut, bien évidemment, elles sont chiffrées par ce dernier, à savoir donc BitLocker. D'accord. Donc, à ne surtout pas, comme je vous l'ai dit, ici, très important, confondre avec le chiffrement Microsoft Information Protection, donc Azure RMS qui vient d'Azure RMS, la partie IP. D'accord. C'est vraiment important. Donc, par défaut, bien évidemment, tous les services que vous connaissez, Exchange, SharePoint, OneDrive, for Business, Teams, Skype aussi, puisqu'il existe quelques résidus encore chez Microsoft, sont bien évidemment chiffrés et gérés donc par Microsoft, à savoir par la clé directement par Microsoft. Donc, la clé route est directement chez Microsoft. Ça, c'est important. Du coup, le Customer Key, c'est quoi? Il faut comprendre un truc, c'est que déjà, c'est vrai qu'on lit aussi pas mal de légendes là-dessus, c'est que, comme d'ailleurs, si je refais juste une passe en arrière par rapport à ce que j'expliquais, si vous prenez par exemple AIP, donc Azure RMS ici, d'accord, on oublie le Customer Key pour l'instant, on va parler de quelque chose qu'on connaît un peu plus, on va dire, AIP avec la clé que vous allez définir dans votre HSM, par exemple, et importer dans Azure Key Vault. Donc, ça veut dire que vous venez avec votre propre clé, vous faites du PIOC, plan de une key. Et bien évidemment, surtout, c'est que vous gérez la clé. C'est-à-dire que s'il y a une rotation à faire, c'est vous qui faites la rotation de la clé. S'il y a une clé cérémonie à mettre en place, c'est vous qui devez la faire. Vous pouvez aussi exporter votre clé. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous venez avec votre clé, donc vous êtes maître de la clé. Par contre, et ça c'est important, c'est pas parce que vous venez avec votre clé que c'est plus sécurisé. Hein. Attention. Là, en général, et d'ailleurs je l'explique après, on fait ça uniquement pour des questions de réglementation et de conformité. C'est-à-dire que vous avez plein de business case qui vous dit que quand on fait de l'encryption, la clé route doit venir de l'on-prem ou doit venir du client. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas parce que je viens avec du BIOC, par exemple, que c'est plus sécurisé que ce que propose Microsoft ou même Amazon ou Google. Ça n'a rien à voir. Hein. Attention, ça c'est vraiment important, il faut juste remettre les choses dans le contexte. Donc encore une fois, c'est vraiment pour des questions de réglementation et de conformité. D'accord? Donc à bien expliquer donc à vos clients si par exemple ils souhaitent mettre en place du BIOC sur la partie Azure RMS ou même sur la partie Storage Account dans Azure. Parce que j'ai des clients qui le font, notamment des clients dans la finance, où je peux vous dire que tous les comptes de stockage, tout ce qu'on crée pratiquement dans Azure, et dès que c'est faisable, on importe notre clé de chiffrement. D'accord? Donc forcément, ça demande un peu plus de boulot, ça demande un peu plus de travail, mais voilà, c'est comme ça que c'est fait. En tout cas, donc très important. Donc du coup, voilà, fini la petite introduction par rapport à ça, et parce que c'était un rappel quand même qui est important. Revenons donc à nos moutons, qui est le Customer Key d'aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, chez Microsoft, vous avez deux sortes, enfin d'ailleurs chez n'importe quel provider cloud en vérité, vous avez deux sortes d'exécution au niveau de la data. Vous avez le data in transit et le data at rest. Pour rappel, le data in transit, c'est la data qui va être acheminée au travers des moyens de communication. Pour faire simple, j'envoie un email, elle va passer sur un réseau, sur des routeurs, elle va être routée, machin, etc. En gros, c'est la data qui bouge. Le data at rest, par contre, c'est différent. C'est vraiment la data qui, elle, reste donc, au niveau des data centers, qui est stockée, donc qui est au repos. Donc typiquement, on va faire un exemple simple, c'est si je prends un fichier Word que je vous mets sur votre disque dur, là, votre data, elle est at rest, elle est sur votre disque dur, tout simplement. Donc là, c'est la même chose. Il y a des serveurs chez Microsoft, derrière tout ce monde M365, qui est tout beau, parce que nous, on ne gère rien. C'est ça, on va dire, la magie un petit peu du cloud aussi. Hein. Et vous avez donc les données derrière. Ce qui est important à comprendre, c'est que le chiffrement Customer Key va intervenir uniquement au niveau applicatif. D'accord? Il ne va pas intervenir au niveau de là où il y a le stockage de la donnée. Donc là, il y a vraiment un truc important à comprendre. Hein. C'est vraiment au niveau du service applicatif, donc SharePoint, OneDrive, Teams, etc. Okay? Et d'ailleurs, le BIOC et le DKE, c'est la même chose, mais c'est là où ça va intervenir soit le Double Key Encryption, soit le BIOC avec AIP. Ça, en fait, c'est in transit. D'accord? Par contre, le Customer Key, ça va être sur les données at rest. Mais il y a une subtilité. Forcément, c'est pas si simple. Parce que, en fait, là, vous allez pouvoir me dire, mais du coup, si je chiffre un document, il est chiffré que in transit, c'est-à-dire que si je le donne à quelqu'un, il est plus chiffré. Non. En fait, ça, c'est in transit dans le monde Microsoft. Par contre, quand il est chez vous,
si vous avez chiffré un document avec AIP, BIOC ou alors avec du DKE ou même avec une MMK, bien évidemment, le fichier, même si vous le donnez à quelqu'un d'autre et qu'il est sur un PC, même at rest, il est chiffré. Hein. Là, je vous parle vraiment de l'activation du Customer Key côté Microsoft pour bien faire la distinction. D'accord ? Là, c'est la vision Microsoft. C'est pas la vision client. D'ailleurs, j'aurais pu prendre un slide ou faire un slide vision client, mais voilà, je viens de vous l'expliquer. Ça, c'est important à bien distinguer. Donc, le Customer Key va venir s'interfacer au niveau de l'applicatif ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est représenté par mes mailbox, etc. Et on va venir chiffrer ceci. On ne touche pas à la partie BitLocker. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que les disques qui protègent la data du client, eux, vont rester tels quels. Donc ça, je trouve que ce schéma, il est assez intéressant pour bien comprendre le fonctionnement. Ensuite, quand vous avez en fait donc le BIOC ou le Customer Key, quand vous arrivez à vos clés de clé, vous avez quand même des différences qui sont importantes donc en termes des opérations. Vous avez la partie révocation de la clé sur le tenant. Forcément, si vous êtes en MMK, donc Microsoft Managed Key, donc vous ne pouvez pas la gérer puisque c'est géré par Microsoft, c'est un service provider, c'est lui qui la gère. Chez Google, chez Amazon, c'est pareil. D'ailleurs, tout ça, c'est agnostique finalement. Ce que je vous dis là, c'est que c'est applicable à n'importe quel provider. Le requis key tenant, ça, donc vous allez pouvoir le faire. Le backup et le backup et recovery de la key, on ne pourra pas le faire en manage. Par contre, on pourra le faire en mode BIOC custom. Exporter la clé, vous allez pouvoir le faire aussi en manage, mais pas par contre en BIOC. Et puis, réponse, bien sûr, à une vulnérabilité, des choses comme ça. Bien évidemment. Alors là, il y a marqué un yes, mais attention, je mettrai un gros astérix. Parce que moi, j'ai un client qui me dit oui, mais le fait de faire du BIOC, c'est intéressant parce que si j'ai un problème, si Microsoft a un problème, ben, je révoque ma clé directement. L'argument que je lui donne, c'est que je pense que s'il y a un problème chez Microsoft, à mon avis, la révocation de la clé sera beaucoup plus rapide chez Microsoft que chez vous. Tout simplement, c'est pas parce que c'est Microsoft, Google ou Amazon, c'est que tout simplement, ce sont des grands acteurs, ils ont beaucoup de moyens financiers et humains, et eux, ils ont des services exprès qui vont gérer ça H24. Si vous êtes chez un client et vous n'avez pas d'H24, que c'est un problème et que vous attendez le lendemain pour faire une rotation de clé, bah, autant vous dire que c'est trop tard. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas un argument valable et recevable si vous faites un audit de sécurité ou si vous devez discuter sécurité avec quelqu'un. La rotation de la clé en cas d'attaque rapidité, ce n'est pas un argument sur la partie Customer Key. On peut avoir des arguments sur la conformité, ça je veux bien, sur la régulation, ça je veux bien, sur le contrôle de la clé, ça je veux bien parce qu'elle vient de chez vous, d'accord. Par contre, sur tout ce qui est sécurité, tout ce qui est management, etc., c'est pas vraiment des arguments, en fait, on va dire qu'on peut recevoir lors d'un audit ou lors même d'une discussion avec des mecs de sécurité. Ça, c'est vraiment important aussi à bien avoir en tête. Du coup, Customer Key, finalement, à quoi ça sert? Parce que là, on parle de Customer Key, mais à quoi ça sert concrètement? Bah, concrètement, ça sert à quoi? Donc là, je vous ai mis un petit peu quelques lectures, hein, vous pourrez lire à tête reposée, mais ce qui est important, c'est que, à bien comprendre, c'est que ça permet à un environnement M365 d'accueillir une clé qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qui vient du client lui-même. Donc moi, je suis client A. Le Customer Key va m'aider à chiffrer le contenu de mes services M365 avec une clé que j'aurai générée moi-même. C'est ça que ça veut dire, le Customer Key. D'accord? Donc, ça va chiffrer le at rest, le conteneur, le service chez Microsoft. Par contre, les fichiers, si je les envoie, par exemple, je suis en Customer Key, ok? Et que j'envoie un email à Shafik ou à Flavien, là, qui sont là, bah, le mail n'est pas chiffré par Customer Key, hein, attention. Enfin, vous allez recevoir un email classique, vous allez recevoir un document classique. Là, c'est vraiment le chiffrement at rest au sein du data center Microsoft. Il faut bien comprendre. Parce que j'avais aussi ça comme question, où les gens me disaient, oui, si j'active Customer Key, ça voudrait dire que tous mes données sont chiffrées, et si je les envoie vers l'extérieur, personne ne pourra les lire. Non, ce n'est pas vrai. Le Customer Key, c'est au niveau service, et derrière, donc après, si vous voulez chiffrer vos données quand vous les envoyez à l'extérieur, donc in transit, bah là, je vous renvoie à l'autre slide. Là, c'est la partie AIP, donc MIP, ou DKE, si vous voulez faire du double key encryption. Voilà. C'est ça ce qui est important. Donc effectivement, ça donne une protection supplémentaire, on va dire, sur le service, parce qu'on va venir en fait wrapper des clés, tout simplement. Donc on va venir apporter une clé supplémentaire sur cette partie chiffrement.
Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est uniquement pour la régulation et la conformité de la route key, c'est-à-dire la route key que vous gérez. D'ailleurs, vous allez voir que on aura, si on veut faire du vrai customer key, on aura 4 clés en tout à déployer. Donc le control management, bien évidemment, dans le customer key, on va pouvoir le gérer dans les key vaults, c'est-à-dire que les clés vont être stockées dans des key vaults dans Azure, dans des key vaults premium, ça j'en parlerai aussi. Et surtout, après, au niveau des clés, soit vous les créez vous-même directement dans le key vault, qui est dans Azure, soit vous venez avec vos propres clés que vous allez importer du coup sur le key vault tout simplement. D'accord? Donc ça aussi, en fonction bien évidemment de vos régulations. Typiquement, moi j'ai des clients, même la création de la clé dans Azure Key Vault, ça ne suffisait pas, il fallait vraiment venir avec la clé d'on-prem. D'accord? Donc ça c'est toujours pareil, ça dépend bien évidemment de l'entreprise. Par contre, il y a un petit truc dans la doc qui est important, qui passe souvent inaperçu. Comme vous pouvez le voir ici. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes en Customer Key que Microsoft ne peut pas voir vos données. D'ailleurs, ce n'est pas fait pour ça. Encore une fois, c'est fait pour des questions de régulation et de conformité. Si vous voulez que Microsoft n'accepte pas vos données, le seul moyen aujourd'hui, c'est le DKE, c'est le Double Key Encryption. Lui, par contre, quand vous mettez en place le DKE, vous allez avoir une autre clé qui va venir vous rappeler la clé privée de votre IP et elle va être stockée dans un autre endroit différent, hors de Microsoft. Et là, effectivement, du coup, le service Microsoft n'aura pas accès à vos données. Et en plus, même tous les services e-discovery, audit, etc. vont plus marcher parce qu'ils ne peuvent pas lire le document. Et ce qui est logique, parce qu'il est en double key encryption. Donc on ne peut pas le lire, on ne peut pas le déchiffrer. On n'a pas la clé privée pour le faire. Ça, c'est vraiment important. Ici, c'est vraiment de bien comprendre ce qui est en jaune, c'est que ce n'est pas fait pour que, on va dire, pour faire un prevent que Microsoft ne peut pas lire vos données. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus. En termes d'argumentation, quand soit vous allez faire une présentation client, ou soit c'est un client qui vous pose la question par rapport à ce qu'il veut faire, ça, c'est vraiment important de nous dire que cette partie-là, elle est vraiment faite pour la partie régulation et pour la partie conformité. D'accord. Ouais, je répondrai après, ouais. D'accord. Ouais, les tarifs, en fait, les tarifs, ça pique un peu, Flavien, en termes HSM. Donc, tu as les HSM de Thales, hein, tout simplement. Donc, ce sont tout simplement des boîtiers intelligents qui vont pouvoir tout simplement, en fait, gérer, manager des clés, donc des clés de chiffrement, des clés PKI, les clés privées de PKI, etc. Donc, effectivement, en général, ce sont des boîtiers que tu peux mettre offline aussi. Et après, bien sûr, il y a plein de constructeurs. Hein. Moi, je parle de Thales parce que, je connais plus ou moins bien, mais on a d'autres constructeurs. Mais c'est vrai qu'en termes de tarifs, on pourra en reparler. Ça pique un peu hein, la partie HSM. Surtout en général, si tu veux une vraie infra HSM, bah, il va falloir de la haute dispo. Donc, il te faudra plusieurs HSM, il faudra ensuite après faire tes cérémonies, etc. Donc, c'est pas si simple. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des entreprises, en fait, n'ont pas cette, on va dire, infra HSM on-prem, on va dire comme ça. On va dire ces serveurs de clés plutôt, parce que il faut les personnes pour les gérer aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut une compétence quand même particulière pour gérer ce type de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi qui travaille avec, comme vous le savez aussi chez Geoki, en fait, nous, on est capable. D'ailleurs, c'est l'un des seuls acteurs sur le marché à proposer même le Customer Key, en fait, de manière automatisée. Donc, on peut vous automatiser la mise en place du Customer Key, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on peut aussi faire le DKE directement chez Geoki. Ce qui fait que ça vous permet, vous, de vous affranchir de cette expertise HSM ou boîtier de chiffrement. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment de l'expertise. Il faut vraiment avoir des gens qui connaissent ce truc. Donc, si vous êtes dans une organisation, on va dire plus ou moins petite, etc., qui ne peuvent pas malheureusement avoir ce type de ressources, ça peut être compliqué. Sachant que ça reste quand même des trucs assez violents en termes de sécu, donc il ne faut pas juste prendre un prestataire de temps en temps. Il faut vraiment faire attention. C'est des choix stratégiques d'entreprise. Hein. D'accord ? Donc voilà, ouais, pas de souci, Flavien. Bien évidemment, ce qui est important à comprendre, c'est que quand je vais faire du Customer Key, c'est que je vais aussi autoriser les services M365 à venir à utiliser ma clé de chiffrement. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire d'analyse Defender Office 365 sur mes pièces jointes, je ne pourrais pas faire de l'indexation, je ne pourrais pas faire du e-discovery, et je ne pourrais pas faire la partie audit, audit search, etc., etc. Donc, bien évidemment, encore une fois, c'est là où ça prend tout son sens, c'est que le Customer Key n'est pas fait pour cacher des choses en gros à Microsoft. Il est fait
pour dire à un auditeur, oui, la clé de chiffrement est gérée chez nous ou elle a été créée par nous. C'est ça que ça veut dire. Donc, conformité, régulation. Après, si on vous dit, ah oui, mais non, nous, on veut que même le provider ne puisse pas accéder à vos données, là, c'est autre chose. Là, du coup, on va partir sur la partie in transit. Et là, on va mettre en place le DKE avec Microsoft Information Protection. OK? Je m'attarde là-dessus parce que c'est super important. Ensuite, quelques informations sur le Customer Key. D'ailleurs, que vous pouvez retrouver. Ces deux slides viennent de chez Microsoft, hein, donc ils sont assez bien faits, je trouve. Donc, pareil, pas besoin de refaire des schémas, etc. Ce qui est très important, donc le Customer Key, en fait, chiffre et déchiffre aussi les informations, les données M365. Il ne fait pas que du chiffrement, parce que forcément, quand vous allez les lire, etc., il y a aussi des étapes de déchiffrement. Donc ça, c'est important. Bien évidemment, le Customer Key va venir juste se plugger au niveau du service d'encryption Microsoft, qui était par défaut géré par la clé root de Microsoft. Vous venez poser au-dessus votre Customer Key. D'accord? Donc, bien évidemment, encore une fois, je parle du chiffrement M365 dans le cloud. C'est-à-dire que si vous avez des données on-prem, typiquement si vous avez un serveur SharePoint on-prem ou Exchange on-prem hybride, mais que vous avez des mailbox on-prem sur votre serveur on-prem, le Customer Key ne va pas les chiffrer. Attention, c'est vraiment fait pour les workloads qui sont dans le cloud chez Microsoft. Donc si vous êtes en mode hybride, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on active le Customer Key et ensuite, quand vous allez migrer votre mailbox, en fait, elle va hériter de la DEP, on en reparlera plus tard, de la DEP en gros, et donc elle va hériter du Customer Key. D'accord? Donc ça c'est important. Donc si vous êtes dans le cadre d'une migration Exchange, surtout massive, faites bien attention à bien soit activer le Customer Key avant la migration, ça serait bien, parce que comme ça du coup, vous n'allez pas vous taper un cycle de rotation de clés et un cycle de chiffrement. Parce que vous imaginez bien, hein, quand j'active le Customer Key, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma mailbox, en fait, elle va se déchiffrer et se réchiffrer avec une nouvelle clé. En gros, c'est ça que ça veut dire dans le jargon en fait chez Microsoft. Et ici, en fait, c'est simple. Comme vous pouvez le voir, en fait, vous allez avoir la clé de Microsoft, la V8 et la root key, et vous avez vos deux clés Customer Key qui viennent ici et qui vont venir s'interposer donc en fait ici sur les données. D'accord. Après, vous allez mettre en place ce qu'on appelle des DEP. Donc ici, on a ce qu'on appelle la Data Encryption Policy, qui va venir tout simplement venir setter le chiffrement sur mes données, comme vous pouvez le voir. Donc après sur la mailbox ou sur du SharePoint et OneDrive, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, en fait, là, vous ne voyez pas Teams, c'est normal. Teams, c'est la partie, il y a déjà SharePoint, hein, et en fait, tout ce qui est sous-jacent à SharePoint, en fait, c'est dans SharePoint. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment de Teams. En tout cas, c'est la terminologie, en tout cas, chez Microsoft, au niveau du Customer Key, vous allez retrouver uniquement ces termes-là. D'accord? Donc ça, c'est important à bien comprendre. Pas de souci, JB, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, avec plaisir, on essaiera de se voir. Voilà un petit peu le topo ici. Donc après, on est sur de la AES 256, hein, ça, c'est pas un problème. Et puis, on a bien évidemment la partie RSA au niveau des clés ici, que vous allez gérer. Alors, ensuite, justement, donc là, je vous ai parlé de Customer Key ici, et pour pouvoir activer le Customer Key, on va passer par ce qu'on appelle des DEP. Et donc, du coup, si on parlait un peu DEP, Data Encryption Policy, qu'est-ce que ça permet? Tout simplement, les DEP, ça permet en fait l'activation du Customer Key au sein de vos workloads, donc M365. Donc, vous allez retrouver 3 DEP distincts. On va retrouver les DEP for All Workload. Donc, le All Workload, ça englobe tout. Mais attention, ça englobe pas SharePoint et OneDrive. C'est comme ça, ne me dites pas pourquoi, les terminologies sont comme ça. C'est-à-dire que si vous faites une stratégie DEP All Workload et que vous activez le All Workload, ça va chiffrer tout le tenant, pratiquement, avec votre nouvelle clé de Customer Key, mais ça ne va pas chiffrer le contenu OneDrive et SharePoint, parce qu'il y a une DEP spéciale pour ça, tout simplement. Donc il faut le savoir, il faut faire attention. Donc on a soit une DEP All Workload, multiple workload, soit on a une DEP qui s'appelle Exchange Online, elle est uniquement pour l'Exchange Online, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi elle existe et pourquoi elle est intéressante, et on a une DEP pour SharePoint OneDrive uniquement, comme je vous l'ai dit, donc il y en a 3. La partie DEP Multiple Workload, en fait, elle couvre tout ça, donc toute la partie Teams, tout ce qu'il y a dans Teams, plus ou moins, et la partie Exchange.
Donc, toutes les boîtes aux lettres sont couvertes dans la partie multiple workload, ici. D'accord? Également, elle va prendre aussi la configuration, je dis bien la configuration, donc exact data match, donc sur la partie MIP, et la partie sensitivity label. Pardon, là, il y a une faute ici. Dans sensitivity label configuration. Mais attention, elle ne remplace pas la partie AIP encryption, c'est juste la partie conf qui va être chiffrée par le customer key. En revanche, vous avez la deuxième DEP qui s'appelle for exchange. Ça, c'est pour la partie granularité. C'est-à-dire que, admettons, vous êtes un grand groupe et vous êtes répartis sur une plaque géographique, donc États-Unis, on va dire de manière classique, hein, USA, Afrique et Asie, d'accord, et Europe. Ok, on fait 4 continents. Bah, du coup, ce que vous pouvez faire pour des questions de régulation, c'est qu'on peut créer des DEP par location. Donc, je vais faire une DEP, par exemple, USA, une règle DEP pour l'Europe, une pour l'Afrique, une pour l'Asie. Bien évidemment, chaque DEP aura une paire de clés. Une paire de clés, ça veut dire qu'il y a 2 clés. Ces 2 clés sont stockées dans des keyvaults. Donc, ça voudrait dire que je vais avoir, en fait, 2 keyvaults pour les USA, 2 clés également, 2 keyvaults pour l'Afrique, 2 keyvaults pour l'Asie, 2 keyvaults pour l'Europe. En gros, j'aurai 8 keyvaults et avec 8 clés dedans. C'est comme ça que ça marche, en fait. C'est pas... faut faire attention là-dessus. Et en fait, là, du coup, je pourrais mettre en place des stratégies DEP en fonction des pays, des régulations, etc. OK? Ça, c'est le premier point sur la partie granularité. En fait, si vous activez le All Workload et que vous n'avez pas mis de DEP granulaire sur une mailbox, c'est celle-ci qui va prendre le relais, c'est la All Workload. En revanche, si vous mettez en place une DEP Exchange Online sur une mailbox, c'est celle-ci qui va prendre le relais. Donc ça veut dire que si vous souhaitez qu'elle passe en All Workload, il va falloir enlever cette DEP et bien évidemment passer sur la partie All Workload. Bien sûr, inutile de vous le dire et ça paraît logique, une ressource comme OneDrive, SharePoint ou Exchange ne peut avoir qu'une seule règle DEP à la fois, bien évidemment. Je ne pourrais pas faire appliquer 2 règles DEP à la fois sur une ressource. Ce n'est pas possible et ça va de soi. Et pour finir, la partie DEP SharePoint et OneDrive, on va retrouver tout SharePoint Online, tout OneDrive, la partie Teams File, donc tout ce qui est dans Teams au niveau File, vous allez le retrouver, et également on retrouve la partie Teams Event Data, voilà, qu'on va retrouver ici en termes de granularité. Et pour SharePoint OneDrive, c'est pareil. Si vous avez du multigéo, si vous activez la fonctionnalité multigéo dans OneDrive et SharePoint, rien ne vous empêche de faire des DEP en fonction de la géolocalisation aussi. D'accord, pour des questions de régulation. Vous pourrez le faire, ça également, ça fonctionne bien. Et ça peut être aussi intéressant. OK ? Hop. Donc, les services supportés, hein, en général, on est sur de l'Exchange Online globalement, OneDrive, SharePoint et Teams, toute la partie, voilà. Tout ce qui est Yammer, etc. Yammer et puis toutes les petits produits en fait qui tournent autour de SharePoint, par contre, ne sont pas encore supportés dans le Customer Key. Ce qui est important à comprendre, en gros, c'est que le Customer Key va supporter vraiment là où il y a la data du client, donc en l'occurrence Exchange, OneDrive, Teams et SharePoint Online. 2 façons, comme je vous l'ai dit, de déployer les applications DEP. Soit on le fait, la partie All Workload sur tout le tenant pour tous les users directement. Donc ça va prendre toute la partie Exchange Online et toute la partie Teams, etc., comme je vous l'ai montré. Et ensuite, on réactive aussi de l'autre côté la partie OneDrive et SharePoint. Donc de toute façon, il faudra activer 2 DEP si vous voulez être couvert de manière globale au niveau de votre Customer Key. D'accord ? Ou alors, vous pouvez faire de la partie granulaire si vous avez bien évidemment des géolocalisations. Et en fonction des géolocalisations, vous pouvez avoir plusieurs keyvaults et plusieurs clés. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Il faut faire très attention quand même, c'est que quand vous allez avoir plusieurs keyvaults, plusieurs clés, il va bien falloir en fait gérer, si vous voulez, cette partie... en fait, clé cérémonie, hein, c'est-à-dire qui a accès au keyvault, comment on va y accéder, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important, donc il faut faire vraiment attention là-dessus. Hein, ok ? Surtout en termes de sécurité et gouvernance. Ensuite, la mise en place du Customer Key. Donc là, on arrive gentiment vers la fin. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment l'introduction.
Et vous allez voir que les prérequis ne sont pas si simples. Déjà, il faut être soit sur Office 365 E5, soit sur M365 E5, grosso modo, soit sur M365 E5 Compliance. J'ai volontairement pas parlé de la partie la partie A, donc éducation, où effectivement, si vous avez de la 5, ça fonctionne aussi. Hein. D'accord. Il faudra 2 souscriptions Azure minimum, si on est sur un truc classique. Il faudra également 4 Azure Key Vault Premium. D'accord. Pourquoi 4 Azure Key Vault Premium? Parce qu'en fait, il faudra 2 paires de clés. Donc 2 paires, donc fait de 4. Et il faudra donc stocker une clé sur un Key Vault. Donc comme vous avez 4 clés, il faudra 4 Key Vault. Bien sûr, quand vous allez déployer ces Key Vault Premium, il faudra que ce soit dans des régions Azure séparées. Et si c'est possible, si vous le pouvez, il ne faut pas que ce soit des régions pairées. C'est-à-dire, admettons, France Nord et puis France Sud. Le mieux, c'est de le mettre dans un pays différent, un petit peu éloigné, justement pour éviter les problèmes de downtime, etc. On ne sait jamais. D'accord ? Bien évidemment, pensez au backup de vos clés, ça c'est hyper important. Pensez, normalement maintenant c'est activé par défaut. Ceux qui font de l'Azure, quand vous créez des Key Vault, le soft delete, il est activé par défaut également au niveau des Key Vault. Par contre, vous allez devoir mettre en place la retention period au niveau d'Azure. Ça, je vous expliquerai dans la partie 2, quand on fera une partie de démonstration. Pour ça, il faut que j'arrive à réunir les prérequis. Un global admin. Bien évidemment, il faudra que vous soyez global admin de votre tenant pour faire des opérations. Il faudra que vous soyez owner des 2 souscriptions, parce que vous allez faire plein de trucs, donc il faut mieux avoir les droits owner ou à leur contributeur là-dessus. Il faudra ensuite passer par Fast Track pour faire ce qu'on appelle une demande Customer Key. C'est pas évident, parce qu'il y a un peu de paperasse. En fait, on va devoir faire de la paperasse, de dire à Microsoft qu'on souhaite activer Customer Key, parce que par défaut, ce n'est pas activé sur votre tenant. Et une fois que Microsoft l'a autorisé et activé, on va devoir contacter le support et leur dire qu'on va mettre en place Customer Key. Ensuite, ils vont faire des choses au niveau du tenant. Et dans ce cas-là, on sera capable d'activer les DEP. Sans ça, vous ne pourrez pas activer votre DEP. Pour vous dire un retour d'expérience, et bien évidemment, il faudra penser à la clé cérémonie. Donc, comment gérer vos clés en cas de rotation, qui doit les gérer, comment accéder, etc. Et aussi la partie Azure Key Vault, donc la cérémonie des accès des clés, l'access policy au niveau du Key Vault et le hardening de sécurité. D'ailleurs, je suis en train de préparer, parce que comme vous le savez, je fais quand même du Zero Trust sur M365 depuis maintenant 4 ans. Je suis en train de préparer un gros sujet NID sur le Zero Trust côté Azure. Donc, tout ce qui est Virtual Network, tout ce qui est Endpoint, tout ce qui est Private Link, tout ce qui est sécurité des Key Vault, tout ce qui est sécurité des AKS, etc. Je travaille énormément sur ce sujet chez des clients. Donc, je suis en train de préparer une grosse session là-dessus aussi qui va arriver. Et d'ailleurs, ça fera partie, en fait, de mon prochain bouquin aussi que je suis en train d'écrire. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses en ce moment, mais voilà, on essaye vraiment de faire le plus pour vraiment vous amener le meilleur contenu possible, notamment sur ces sujets, en fait, qui ne sont pas du tout abordés, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de personnes qui les déploient en production. En termes de workflow, ça c'est le workflow simple. Vous verrez la partie 2, on aura un workflow beaucoup plus complexe. Donc une fois, on va faire les prérequis, une fois qu'on les a respectés, on passe au Fast Track Onboarding Customer Key chez Microsoft. On s'embarque au niveau Customer Key. Microsoft nous revoit toute notre partie et approuve, d'ailleurs sachant que là il y a plein de trucs, et puis ensuite après on créera nos stratégies. Il faut savoir un truc important. Entre le Fast Track et le Microsoft Review plus Approve, il peut se passer à peu près 1 mois, voire 1 mois et demi d'attente de la part de Microsoft. Donc attention au niveau timing, au niveau projet. Donc ça, c'est un vrai retour d'expérience. Si vous devez qualifier un besoin, si vous devez vendre un projet au forfait, si vous devez qualifier une timeline projet, faites très attention à cette timeline ici parce que vous ne la gérez pas. C'est Microsoft qui la gère et des fois, c'est marqué 5 à 10 jours ouvrables sur la doc, mais des fois, ça peut mettre 20, 25 jours. Moi, en tout cas, chez les clients en prod, d'ailleurs, je suis l'un des rares à l'avoir fait, en tout cas à Genève, en fait, ça a pris à peu près 1 mois et demi en tout, entre le moment où on a envoyé tous les docs, envoyé toutes les approbations et montré patte blanche au niveau des prérequis que Microsoft demande, et le moment où on a reçu le mail pour dire c'est bon, le Customer Key est activé, ça a pris 1 mois et demi. Pourquoi en plus ? Parce qu'en fait, vous pouvez aussi vous retrouver dans une phase où vous allez faire le Customer Key pour SharePoint et OneDrive. Par contre, les DEP pour la partie All Workload n'est pas toujours activé par Microsoft. Mais ce n'est pas très grave. Vous
pouvez très bien fonctionner. Ah oui, ça, ce que j'ai pas dit, c'est important. Ici, c'est là où c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça que quand on connaît un sujet, il faut toujours aller dans le détail, de bien maîtriser le sujet. Ici, ce que j'ai pas dit, excusez-moi, c'est que à un instant T, dans un projet, je peux très bien avoir, par exemple, avoir activé le Customer Key pour SharePoint et OneDrive, ici, mais le reste est encore chez Microsoft au niveau clé de chiffrement. C'est pas très grave. Hein. Ou alors, je peux faire l'inverse. Je peux très bien activer le All Workload, mais attendre un peu et ensuite activer le SharePoint et le OneDrive. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout activer d'un coup. OK? Ça aussi, c'est important. Et honnêtement, cette information, elle vaut la peine d'être entendue. Ça vaut de l'or parce que c'est écrit nulle part. C'est compliqué d'avoir des réponses sur ces sujets-là. Donc, si vous avez ce genre de questions, faites très attention à bien y répondre par rapport à ce que je viens de dire, parce que ça peut, je vous l'ai dit, vous sauver sur certains projets, notamment au niveau de la timeline. Donc, pour réduire le risque, ici, faites très attention, dites bien à monsieur le client que cette partie-là, elle n'est pas gérée par nous, c'est Microsoft qui gère et on aura les réponses quand on les aura de toute façon. Parce que j'ai beau relancer, etc., ça ne change rien parce que comme ce n'est pas un incident, si vous voulez, il n'y a pas de notion de priorité A, B, C, machin, il n'y a pas de severity. C'est vous attendez votre tour parce qu'il y a peut-être des clients, ils ont peut-être autre chose à faire et ils ont autre chose à faire, c'est sûr. Donc forcément, il faudra bien faire attention à cette time-là, encore une fois, entre le Fast Track Onboarding Customer Key et le Microsoft Review Approach. Et une fois qu'on a tout ça, là, on va pouvoir attaquer notre DEP Creation. Donc, on va soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créer une DEP pour les All Workload et attendre pour la partie OneDrive SharePoint ou faire l'inverse, etc., etc. La seule chose que vous ne pouvez pas faire en parallèle, comme je vous l'ai dit, c'est si par exemple vous avez une mailbox qui est en DEP granulaire, vous ne pouvez pas lui mettre le All Workload parce que en fait, c'est le DEP granulaire qui va prendre le dessus. Donc si vous voulez la convertir en All Workload, il faudra la désactiver ici et la repasser en All Workload directement. OK? Donc voilà grosso modo comment en fait se comporte, si vous voulez, la partie création. Petit workflow, on va dire gentil. Maintenant, en termes de création des DEP, en fait, vous avez les commandes PowerShell, par contre, qui sont données par Microsoft, donc ça, c'est plutôt cool. Et vous voyez, par exemple, quand je crée une DEP pour le All Workload, ce qui est important, c'est que vous voyez bien ici que je mets un key vault 1, en fait, et je mets ici 2. En fait, ici, je mets, comme vous voyez, je mets 2 URL. Donc là, c'est-à-dire que je mets 2 clés ici. D'accord? Donc, je vais mettre l'URL de mon key vault 1 qui se retrouve dans une région A, et l'URL de mon key vault B qui se retrouve dans la région B. Donc là, il y a mes clés à l'intérieur. Donc là, j'ai mes 2 clés qui sont séparées. C'est pour ça qu'on dit une paire de clés et une paire de key vault. Attention, c'est très important à comprendre. Et ensuite, ici, on va faire la partie Exchange Online. Donc là, du coup, c'est la partie Data All Workload. Donc ça englobe tout, comme je vous l'ai dit. D'accord? Et là, vous avez la partie ici, Exchange Online, si vous voulez faire le truc de manière granulaire sur une boîte mail. Et dans ce cas-là, on va faire la même chose et on va chercher les 2 clés. Et ici, je vais faire un set mailbox. Donc ça, c'est une commande par contre Exchange Online, comme vous pouvez le voir, pour les experts Exchange. Par contre, j'ai un paramètre Data Encryption Policy. Et là, je vais venir sélectionner ma DEP qui est basée sur mon Customer Key. OK ? Et là, c'est la même chose pour la partie SharePoint. Donc là, vous voyez bien que j'ai en fait un key vault primary et un key vault secondary, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc en gros, on a 2 key vault pour OneDrive et SharePoint, et on a 2 autres key vault pour Exchange et All Workload. Et d'ailleurs, pareil, c'est très important, je le dis à haute voix, il ne faut pas prendre uniquement 2 key vault et le faire pour tous les workloads. Il faut bien séparer. Hein. Ça, c'est important. En termes de conformité, en termes de régularité, même au niveau sécurité, c'est important de séparer les key vault. C'est-à-dire que ici, dans le All Workload, il ne faut pas utiliser le même key vault que vous allez utiliser pour la partie SharePoint ici. Hein. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Il faut vraiment avoir 2 key vault distincts ici et 2 key vault distincts ici. Et c'est ça qui vous permettra d'avoir une infrastructure ou on va dire un environnement Customer Key bien solide et surtout configuré dans l'état de l'art que le propose Microsoft et les acteurs sur le marché. Tout ce que vous voyez là,
Donc là, je vais en parler parce que c'est inédit. Donc normalement, tout ça se fait à la main, etc. En fait, chez Duoki, nous, on a un module. Déjà, on a le module DKE que vous connaissez. On a un module DKE pour Amazon. C'est les premiers à faire ça, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les Amazon, vous allez pouvoir venir avec votre clé depuis Duoki. Et deuxièmement, c'est qu'on a un module Customer Key dans Duoki. C'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser la plupart des choses que vous voyez ici directement sur un cockpit en fait qui va vous être généré et qui va vous permettre de faire ça. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi pour des clients en fait qui souhaitent tout simplement mettre en place du Duoki avec du Customer Key avec du Duoki. Voilà messieurs, donc brève introduction mais assez longue mais importante pour la partie Customer Key. Donc j'espère que j'ai été clair. Encore une fois, c'était une introduction. On essaiera de voir la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais la partie 2, si j'arrive à réussir à réunir en fait toutes les prérequisites. Alors, pas de console admin. Non, il n'y a pas de console admin pour gérer le Customer Key, c'est jamais. C'est vraiment PowerShell et chez Microsoft au niveau Fast Track. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est un service qui existe déjà ou s'il y a une licence particulière qui active la fonctionnalité Customer Key? Non, en fait, c'est un service qui fait partie, comme je l'ai dit en préambule, du service encryption de Microsoft. Par contre, pour l'activer, il faut la licence soit EMSE5, soit M365E5 Compliance, soit la partie Office 365 E5. Voilà, grosso modo en termes d'entreprise. Merci Flavien. J'espère en tout cas que ça a été clair et fluide par rapport à ça, parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est important. Et moi, j'ai plein de clients en fait qui demandent des retours d'expérience, et même chez Microsoft, en fait, on n'arrive pas à en trouver, donc ça, c'est important. Salut Sylvain. Et pensez bien, hein, encore une fois, le Customer Key, de toute façon, ce qui est intéressant, pour ceux qui veulent le mettre en place et qui sont un peu frileux, et je peux comprendre, parce que je peux vous dire que quand je l'ai mis en place en prod la première fois, j'étais aussi frileux, c'est que de toute façon, vous ne pouvez pas vous planter, parce que les prérequis que Microsoft demande, en fait, ils vont les checker. C'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, par exemple le soft delete, le retention period, donc si vous supprimez votre clé, bah, vous aurez quand même une rétention, etc. En fait, Microsoft va s'assurer que vous donnez un environnement clean et surtout optimal pour faire du Customer Key. Si ça, vous ne le respectez pas, Microsoft ne vous active pas le Customer Key au niveau de votre tenant. Voilà, donc ça aussi, c'est bien important de bien le signaler en termes de risque à votre client. Par contre, bien évidemment, si c'est la première fois que vous le faites, honnêtement, moi, ce que je préconise, c'est de se faire accompagner par des gens qui savent. Si vous trouvez quelqu'un chez Microsoft, bonne chance, mais il faut bien se faire accompagner là-dessus, parce que c'est vraiment important, surtout en fait sur la partie. Parce qu'une fois que vous avez activé le Customer Key, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même, là j'en ai pas encore parlé, hein, mais il y a la rotation de la clé. Si vous avez une régulation qui dit que la clé doit être, il faut la faire tous les 2 ans, il va falloir savoir comment faire une rotation de clé sur le tenant. Parce que là, pour le coup, si on se plante, on peut faire des dégâts. On peut aussi, bien évidemment, aussi jouer sur la partie design, jouer sur la partie sécurité, la partie Customer Key. Voilà, en fait, c'est vraiment important. Oui, bien sûr. Donc, la pérennité de la solution. Et d'ailleurs, là, on voit tout de suite les mecs qui ont l'habitude. Effectivement, c'est que, et tu as raison, c'est que c'est bien beau de présenter le truc Customer Key, c'est bien beau de le mettre en place. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et souvent, c'est là où c'est vrai qu'on a de la peine un peu sur pas mal de produits. Non, la pérennité, c'est qu'une fois que c'est mis en place, il faut quand même s'assurer que tu aies une documentation propre où tu as les gens qui savent faire la partie rotation de la clé et vérifier la gestion de la clé au niveau des keyvolts. Et aussi, important, monitorer tes keyvolts. Monitorer, en fait, tu vas voir que tu vas avoir des opérations d'entrée-sortie sur tes keyvolts, bien sûr, les monitorer, voir s'il n'y a pas un problème chez Microsoft, etc. Hein. Donc ça, c'est important. Bien évidemment, le Customer Key Exit scénario, c'est possible. C'est-à-dire que si vous voulez faire machine arrière, vous pourrez faire machine arrière en toute sérénité aussi. Enfin, c'est un peu chaud, mais on peut quand même revenir en arrière. Hein, c'est pas un souci. Mais tout ça pour dire que
Bien évidemment, une fois que c'est installé, il faudra prendre en compte la cérémonie des clés, faire la rotation, comment le faire, et aussi parler aussi peut-être d'un customer key exit si un jour vous voulez sortir de ce mode-là, par exemple. Et donc ça aussi, c'est bien évidemment possible. Et exactement, une vieille histoire de EFS, je te comprends et je suis d'accord avec toi à 100% parce que j'ai aussi pas mal de clients par le passé, par notre cher vieux EFS, où en fait le mettre en place c'est cool. Par contre la gestion derrière, et qu'est-ce qu'on en fait? La pérennité, comme tu dis, hein, Flavien, j'aime bien le mot, c'est une autre histoire, on va dire. Voilà, messieurs, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Le but, c'est qu'on est là et qu'on échange justement sur ces sujets. Merci, Flavien. Donc, bien sûr, le replay sera disponible, hein, donc directement. Bonne soirée, JC. Bon sport si tu vas au sport. Merci, Shafik. Bonne soirée. Ouais, et puis, rendez-vous à la marmite. J'aimerais bien, je peux te dire que je vais revenir. Hein, ça, c'est clair. Parce que vu le froid qu'il fait ici, je peux vous dire que Flavien et Fred, on l'attend la marmite. Hein. Bonne soirée, à plus. Salut. Alors oui, pour les personnes que c'est nouveau pour eux, oui, je peux comprendre, donc c'est pas évident. Hein, donc n'hésitez pas à revoir les slides. J'ai fait exprès de faire quelques phrases pour un petit peu, en fait, voir que, pour relire un petit peu à tête reposée. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter directement, en fait, ici. Hein. J'ai l'adresse mail de contact. En fait, ici, donc, si vous avez la moindre question, vous me contactez directement. Donc ici, contact@stcconsulting.ch. J'y répondrai volontiers, il n'y a pas de problème. Bonne soirée, Fred. Merci beaucoup. À plus. Salut. La migration tenant à tenant nécessite la désactivation de cette feature. Quel sera l'impact pour les workloads après migration? Peut-on les réutiliser la même clé? En général, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on va faire, déjà c'est un bon point, c'est-à-dire que si tu fais de la migration tenant à tenant, déjà il faudra voir comment gérer ce cas-là en termes de clés customer key. En général, effectivement, tu peux revenir en arrière et puis utiliser la clé Microsoft. Et ensuite, après, moi ce que je préconise, c'est de refaire une rotation de clés et utiliser une nouvelle clé en fait, une nouvelle paire de clés. C'est plus simple et même au niveau sécu, c'est mieux. Ça sera mieux en fait au niveau sécu, quoi. Tu vois. Super, merci à tous. Écoutez, bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures et d'autres webinaires. À plus les gars. Ciao. Merci Flavien. À plus. Salut Sylvain.